Bien, bonjour à toutes et à tous. Passionnant de voir autant de monde. Voilà. On m'a demandé en ouverture passage des intervenants d'avoir une présentation assez rapide sur justement l'objet de cette journée, à savoir les patrimoines et la résilience. Alors je vais faire assez court, même si je crois que l'intervenante après n'est pas là, donc je dois peut-être gagner 4 ou 5 minutes, c'est ça ? Voilà, mais on va laisser de la place aussi aux questions. Le titre peut vous étonner parce que j'ai écrit résilience avec un A et non pas avec un E. Voilà, c'est une idée reprise de Monsieur Serge Tisseron qui aussi psychiatre, travaille beaucoup sur les notions de résilience et veut distinguer la notion de résilience comme un état et la notion de résilience comme une démarche pour aller à cet état-là. Donc en jouant un peu sur l'orthographe et en mettant un A résilience pour cette démarche, ce processus de résilience comme gouvernance aussi. Alors, ce que je voulais, c'était d'abord le sommaire, voilà un peu l'objet de mon intervention, les différents chapitres. Ce que je voulais surtout, c'est aborder quelques concepts simples pour qu'on partage ensemble à peu près tous les mêmes notions d'aléas, d'enjeux, de risques, de résilience, ce qui n'est pas toujours bien partagé. On connaît, mais on ne met pas toujours les mêmes concepts derrière les mêmes mots. Sur la mémoire des catastrophes, je vais passer assez vite. Jocelyne, la présidente, l'a évoqué. J'y reviendrai aussi, mais pour faire court, il était difficile de faire tout un rappel historique de ces catastrophes. La dernière, d'ailleurs, mais c'est juste pour citer la dernière, c'est la tempête Gloria en Espagne, Catalogne, en Catalogne française aussi, qui a fait de nombreux dégâts, en particulier sur les biens culturels. Les concepts, c'est ce qui me paraît le plus intéressant à évoquer en introduction. Alors pour ça, j'ai fait quelques petits schémas pour évoquer les risques majeurs, jusqu'à ce qu'on m'a demandé. En fin de compte, lorsqu'on parle de risque, on parle au départ d'un phénomène, mais qui a une caractéristique particulière, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. Alors, s'il va se produire, mais même si on sait qu'il va se produire, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. Donc on parle d'un phénomène aléatoire. Et en raccourci, on parle d'un aléa, comme cinématographe et cinéma. Et ces phénomènes-là, qui peuvent être différents de nature, mais en fin de compte, il a deux caractéristiques majeures, à savoir que ce phénomène-là, on peut le définir par son intensité. Est-ce qu'il a plu beaucoup ou pas, voilà. Et aussi par sa probabilité. On va parler, par exemple, de crue centenale. Ça veut dire que cette crue-là, ce phénomène-là, on considère qu'il a 1% de chance d'avoir lieu cette année. C'est pas qu'il a lieu tous les 100 ans, parce que depuis, il serait plus aléatoire. Au bout de 100 ans, on dirait, cette année, il va y avoir une inondation. C'est qu'il a 1% de se produire cette année. Et en face de ces phénomènes-là, aléatoires, il y a ce qu'on appelle les enjeux. Alors, les enjeux, c'est d'abord les personnes. Ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ensuite, il y a tout le monde animal. Ça, déjà, j'ai un peu moins cité. Et puis, il y a les enjeux liés à notre économie, les enjeux économiques. Ça va de l'habitat aux usines, enfin tous les biens immobiliers. Mais c'est aussi les enjeux environnementaux, les forêts, la biodiversité, et puis les enjeux culturels, avec toute la variété qu'on peut imaginer dans les biens culturels. Et en fin de compte, ces enjeux-là, par rapport à ce phénomène-là, on va pouvoir aussi le caractériser de deux façons.
quelle est l'exposition de ces enjeux, l'exposition en nombre, par exemple. Est-ce qu'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes ou 1 million de personnes qui sont exposées à ce phénomène aléatoire? Et puis l'autre caractéristique qu'il y a à prendre en considération dans ces enjeux, c'est la sensibilité de ces enjeux par rapport au phénomène. Est-ce que ma maison, elle est sur pilotis ou est-ce qu'elle est au niveau du sol, en zone inondable? Elle ne va pas avoir la même vulnérabilité. Pareil, si on parle de sismicité ou d'autres. Voilà. Et en fin de compte, le risque, c'est la conjugaison de ces 4 items. La dangerosité de l'aléa avec son intensité et sa probabilité, et la vulnérabilité des enjeux en fonction de leur exposition et de leur sensibilité. Et on pourrait d'ailleurs, pour chacun de ces critères, avoir une échelle d'évaluation. Alors là, on peut se donner la règle qu'on veut, de 1 à 5, de 1 à 10, voilà. Et la conjugaison de ces 4 items-là donne, en fonction de l'intensité de chaque item, la gravité du risque. Et cette gravité du risque, en fin de compte, on peut la lire sur une échelle qui serait du risque négligeable à faible, modéré, fort, très fort, extrême, qui veut dire d'une gravité minimum à une gravité maximum. Alors, par rapport à cette situation-là, à ce risque auquel on est confronté, quelle est la réponse que l'on peut avoir? D'abord, par rapport à l'aléa, on dit on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais on sait qu'il va arriver. Donc, on va développer une anticipation. On va anticiper ce phénomène-là. On va l'anticiper par 2 approches. D'abord, la prévision. Est-ce qu'on a des outils de prévision? Alors, si on parle des risques climatiques, la météo, voilà, c'est un outil de prévision. Hein. Et puis l'autre approche, c'est comment on peut se préparer à ce phénomène-là. Et au niveau des enjeux, de la vulnérabilité des enjeux, on va développer ce qu'on appelle la culture du risque. Voilà. On pourrait dire la culture de la résilience, mais enfin bon, aujourd'hui on parle plutôt de culture du risque. De faire que les enjeux qui se trouvent exposés soient conscients de leur exposition. Est-ce que les gens savent qu'ils sont dans une zone à risque ou pas? Ou quel est leur niveau de conscience? Hein? Et puis l'autre aspect, c'est comment la société qui est exposée va s'organiser, quelle gouvernance elle va mettre en place par rapport à ce phénomène-là. Et la conjugaison de ces 4 items définit en fin de compte la réponse sociétale, la réponse de la société, par rapport aux risques prévisibles. Et cette réactivité-là, ce niveau de réponse, en fin de compte, il est en fonction de ces 4 items. Et on peut avoir donc une évaluation de cette réponse qui va aller d'une résilience négligeable, faible, modérée, forte, très forte, extrême, c'est-à-dire qu'on va parler d'une réactivité minimum à une réactivité maximum. Et en fin de compte, quel est l'objectif que l'on se donne? En général, je dirais en France, mais dans d'autres pays aussi, on y reviendra, c'est qu'en fin de compte, on va avoir un terme qui est utilisé pas trop en France parce qu'on lui donne une autre signification, mais ça c'est un mauvais usage du français. Donc on va atténuer la gravité du risque. Alors il y a un terme qui s'appelle mitigé. Mitigé, ça ne veut pas dire moitié-moitié, ça veut dire atténué. Voilà. Donc samedi, le temps ne sera pas mitigé, ça c'est pas possible. Voilà. Il fera toujours 24 heures, mais on va atténuer un certain nombre de choses. Alors, je l'ai mis là parce qu'en fin de compte, si vous allez sur des sites qui soient d'ailleurs anglophones ou hispanophones, si vous tapez mitigation, vous allez trouver des milliers de pages qui vont justement vous décrire cette réponse-là. Voilà. Et en fin de compte, on a 4 items sur lesquels on peut peut-être agir. Est-ce qu'on peut agir sur l'intensité du phénomène? Ça dépend des phénomènes. Voilà.
Il y a des phénomènes naturels comme le séisme, c'est difficile d'agir. Il y a des phénomènes naturels comme les avalanches sur lesquels on peut agir. Comme quoi, même sur les phénomènes naturels, on peut agir. Est-ce qu'on peut agir sur la probabilité des phénomènes? Quand c'est des phénomènes naturels, la probabilité d'un séisme, agir sur la probabilité d'un séisme, c'est compliqué. Lorsqu'on déclenche une avalanche, on agit bien sur la probabilité de l'avalanche, parce que justement, on déclenche cette avalanche-là, donc on peut agir. Et puis sur d'autres aléas, comme des phénomènes, des accidents technologiques ou les conflits qu'on évoquait, évidemment, là, la chose est différente. Et au niveau de la vulnérabilité des enjeux, est-ce qu'on peut agir sur l'exposition des enjeux? On va dire, bah oui, on n'a qu'à... Ah, c'est souvent ce qu'on dit, on va évacuer tout le monde, voilà. Le président de la République, une fois, avait dit, plus jamais ça, donc tous les gens qui sont sur le littoral français, ils dégagent, on leur achète leur maison. Bon, c'est vrai que la loi le permettait, mais enfin, à un moment, ça fait cher quand même. Donc, et puis, les gens n'ont pas obligatoirement envie de partir. Hein. Et puis, l'autre aspect sur lequel on peut agir, c'est peut-être la sensibilité, en fin de compte, la fragilité de ces phénomènes-là, de ces enjeux-là. Voilà. Donc, on peut, suivant les situations, agir pour diminuer la gravité du risque. Mais, autre élément de la réponse, c'est peut-être aussi qu'on peut renforcer notre réactivité. C'est-à-dire qu'on peut améliorer la prévision. Tout à l'heure, j'évoquais la météo, on voit bien que les choses ont beaucoup évolué. J'évoquais le séisme, on voit aussi que sur cet aspect-là, la prévision a encore quand même quelques travail, encore du chemin à faire. On peut améliorer la préparation. Là aussi, on commence à avoir des démarches en termes de préparation, mais on est encore loin du compte. On peut améliorer sur la conscience. Comment on va expliquer aux gens, comment on va les éduquer, comment on va les informer, qui se trouvent dans des zones particulièrement exposées. Et là, il y a encore beaucoup de freins par rapport à cet aspect-là, notamment de la part des autorités. Et puis, on va voir aussi comment on peut améliorer notre gouvernance, comment on peut mieux s'organiser, quelles sont les politiques que l'on peut mettre en place. Jocelyne, la présidente, évoquait les papilles. Hein, voilà, les papilles, c'est un élément de la gouvernance par rapport à la gestion des inondations. Et en fin de compte, on peut agir sur le renforcement de cette réactivité. Et je dirais que la stratégie, si on voulait évoquer une stratégie, ça serait déjà de faire que notre réactivité soit à la hauteur de la gravité du risque auquel on est confronté. Voilà. Donc en fin de compte, on se retrouve avec 8 items sur lesquels on peut agir. Alors, on peut agir parce que on est un scientifique, parce qu'on est un responsable d'une collection, parce qu'on est un maire, parce qu'on est un secouriste, voilà. Ou parce qu'on est simplement propriétaire, ou voilà, suivant la position que l'on a dans notre société, en fin de compte, on a un certain nombre de leviers sur lesquels on peut agir. Pas sur tous, mais on peut agir sur un certain nombre. Alors, on parle de risque majeur. Est-ce qu'il y a une définition du risque majeur? Si vous regardez la loi, d'abord, il n'y a pas de définition, même si on parle du risque majeur. En gros, le risque majeur, c'est la situation que j'évoquais tout à l'heure, lorsque la réactivité est en dessous de la gravité du risque. C'est-à-dire que pour dépasser la situation, vous êtes obligé de faire appel à quelqu'un, à une aide extérieure. Je rappelle, en 1999, il y a eu 2 tempêtes, Martin et Lothar, qui ont parcouru la totalité du territoire métropolitain en 48 heures. Pour la première fois de son existence en tant qu'État, je crois même, la France a fait appel à l'aide internationale. C'est-à-dire que ce sont des Roumains, des Bulgares, des Irlandais, des Anglais, des Allemands, qui sont venus sur notre territoire pour déblayer les routes, couper les arbres, remettre l'électricité. Alors qu'on est quand même le 4e, 5e pays puissant du monde. Ceci a été un véritable traumatisme. Il y a eu 90 morts, et je me rappelle les services d'incendie ou le ministère de l'Intérieur qui dit « Oui, mais les gens font n'importe quoi. » Ah oui, on leur a pas dit ce qu'il fallait faire, donc c'est sûr qu'ils font n'importe quoi. Ouais.
D'où une démarche complètement différente qui a été de dire non, ce qu'il faut, c'est pas uniquement que développer du secours, parce qu'on peut se trouver confronté à une situation où les secours ne sont pas en capacité d'intervention, ce qui était le cas d'ailleurs. Les centres de secours étaient inondés, gendarmerie, il n'y a plus de téléphone. Donc, faire en sorte que les gens aient cette capacité, et c'est là où on commence à parler de résilience, voilà, ont la capacité à dépasser cet événement par eux-mêmes. Voilà. Alors, ce qui change aussi la donne, on me dit beaucoup, il y a le changement climatique, je ne rentre pas dans ce débat-là, enfin, mais je suis d'accord. Sauf que ce qui change beaucoup, c'est les enjeux. Pas tellement les aléas, quand même. Hein. Vous avez ici deux cartes IGN de la région parisienne en bordure de région, enfin, du côté de Vincennes, hein, voilà. 1910, 2010. Voilà, il n'y a pas même nombre d'enjeux. Donc ce qui a changé dans la notion de risque, certes, l'aléa peut changer, mais ce qui a beaucoup changé, c'est les enjeux. Et donc du coup, il y a plus de catastrophes. Et après, ce qui a changé aussi, c'est les médias. En fin de compte, on en parle plus. Le risque zéro, on dit le risque zéro, ça n'existe pas. Le risque zéro, c'est lorsque l'un des 4 critères, ou les 4 critères que j'ai évoqués tout à l'heure, est nul. Voilà. Si un tremblement de terre de probabilité nulle, c'est que c'est pas un tremblement de terre. Voilà. Ou si l'intensité est nulle, c'est que il bouge pas. Voilà. D'accord. Voilà. Et s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas d'enjeu, du coup, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de risque. Voilà. Par contre, est-ce que la réactivité peut être nulle ou quasi nulle? Oui. Ça s'appelle l'atonie, d'ailleurs, ça a un nom. Voilà. Par défaut d'information, de prévision et de préparation. On peut avoir des gens pas du tout préparés à ce type de situation. Bon, plus de catastrophes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein, voilà, moi, en 1927, il y avait 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards. Bon, donc, et au-delà des enjeux humains, les enjeux économiques, et tout ça, et patrimoniaux d'ailleurs. Tous les jours, on crée du patrimoine, donc tous les jours, on augmente les enjeux culturels. Voilà. Et il y a aussi une fâcheuse tendance des sociétés humaines à se mettre notamment à proximité de l'eau, parce que l'eau c'est la vie, hein, voilà. Donc à proximité du littoral, à proximité des fleuves, et donc là elles augmentent leur exposition si ce n'est pas leur vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des différences entre les risques naturels et technologiques? Alors, on pourrait évoquer d'autres risques, hein. Les conflits armés, c'en est un. Les risques sanitaires, aujourd'hui, très à la mode, toujours-ci, c'en est un autre. Moi, je viens du ministère de l'Environnement, où on se travaillait beaucoup les risques naturels, les risques technologiques. En fin de compte, il y a une différence dans les risques naturels, c'est-à-dire que la probabilité l'acceptation est relativement forte, voilà, on peut pas, c'est comme ça. Donc il y a un sentiment de fatalité, et puis en fin de compte, il y a un peu d'action sur l'événement. Mais on peut agir sur les enjeux. Sur les risques technologiques, la probabilité est faible. Voilà. Le brisol, on n'accepte pas tellement que l'usine prenne feu, quand même. Voilà, c'est pas. En plus, il y a un responsable. Pas toujours identifié, mais enfin, a priori, s'il y a eu un accident, c'est qu'il y a un responsable. Et la logique, c'est d'abord, on agit sur l'aléa, c'est-à-dire que c'est d'abord un problème de sécurité industrielle. Hein. L'usine ne doit pas exploser. Pour ça, il y a toute une série de protocoles, de règles de sécurité intérieure à mettre en place. Après, c'est vrai que c'est plus difficile à agir sur l'événement, et on peut aussi agir sur les enjeux impactés, mais c'est un peu plus compliqué. Ce qui est à noter, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'on était on aime bien dans notre administration être très par tuyau d'orgue, c'est-à-dire les risques naturels, ils s'occupent des risques naturels, les risques technologiques, ils s'occupent des risques technologiques. Mais ça fait quoi une usine qui explose dans une zone inondable? Voilà. Donc oui, ça pose problème. Donc on parle des risques NATEC, naturels et technologiques, mais on peut combiner avec les conflits, on peut combiner avec les risques sanitaires, les risques bâtimentaires, parce que en fin de compte, Notre-Dame, c'est un incendie, c'est-à-dire on prend bien des dispositions pour la sauvegarde du patrimoine, parce que je pense que d'ailleurs on avait mis en place un chantier qui coûte relativement cher pour la sauvegarde de ce bien-là. En fin de compte, il y a un accident qui est lié au chantier. Voilà.
Et donc, toute une série d'effets dominos qui peuvent se mettre en place. Bon, là, je ne vais pas, compte tenu du temps qui m'est imparti et qui est presque terminé, pas évoquer tous les aléas naturels auxquels on peut être confronté. Il faut savoir qu'en gros, ils sont d'ordre climatique, c'est tout ce qui est météo, météorologique, la neige, la chaleur, la tempête. Vous avez les aléas hydriques. Alors, bon, par exemple, hier, il y avait une alerte tsunami. Moi, j'étais au ministère lorsqu'il y a eu le tsunami de l'océan Indien. On ne savait pas que ça existait. Donc on a cherché, c'était quoi le tsunami, quelles étaient les règles. On a même découvert ce jour-là que c'était à l'UNESCO qu'il y avait une instance, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, enfin, qui avait en charge la gestion des tsunamis, que c'était même un Français qui l'a présidé d'ailleurs. Donc on l'a convoqué très très vite en lui disant, parce qu'on était en plus voisins, en plus à l'époque, ouais, il dit, c'est quoi ce truc-là, comment ça marche, voilà. Mais il y a d'autres phénomènes de submersion, de remontée de nappe. Les inondations à Paris, le problème, c'est pas la Seine qui déborde, c'est la remontée de la nappe phréatique dans la région parisienne. C'est-à-dire que tous les immeubles, avec leur cuvelage, là, pour faire 5 ou 6 niveaux de parking en sous-sol, ils vont devenir des bateaux et ils vont se soulever. Hein, voilà. D'autres, ce qu'on appelle des sèches, c'est-à-dire le passage d'une dépression sur un lac, comme le Léman, ou comme le lac Pontchartrain au moment des inondations de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Donc il y a comme ça un certain nombre de phénomènes que l'on découvre lorsqu'on étudie les aléas un peu dans le détail. Puis les aléas géologiques, ça va énormément la sismicité, mais aussi lié au sol, ce qu'on appelle la subsidence, les effondrements. Aujourd'hui, le ruissellement, qui est aussi un effet combiné avec l'artificialisation des sols, hein, voilà, donc l'eau ne pénètre plus le sol, donc ruisselle. Les intérêts technologiques des activités industrielles, les unités nucléaires, et le transport de marchandises, lorsque c'est des marchandises dangereuses, que ce soit par terre, par mer, par air. Voilà. Les enjeux, je les ai évoqués, la santé humaine d'abord, voilà. Les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux culturels. Tous ces aspects-là sont à prendre en considération. Lorsqu'on regarde très rapidement en France quelles sont les communes ou les territoires qui sont concernés par ces risques-là, ouais, bon, c'est les 3/4 des communes françaises. À des niveaux plus ou moins importants, hein, il y a des communes où il y a 8, 10 risques, voilà, notamment dans les Alpes, voilà. Pas pour autant qu'on n'y veut pas de façon... on peut être heureux, hein, ce ne sont que des risques. Les stratégies, je l'ai évoqué rapidement, depuis les années 90, il y a un changement au niveau mondial. Avant, lorsqu'il y avait une catastrophe, naturelle ou autre, les pays riches aidaient les pays pauvres. Souvent les catastrophes avaient lieu dans les pays pauvres. Et puis dans les années 90, c'était, je crois d'ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies qui avait dit plutôt que de porter secours, vaudrait mieux aider les pays à se reconstruire et de façon plus durable. On parlait peut-être pas de résilience encore à l'époque, avec d'ailleurs une phrase qui n'était pas de lui, mais assez connue, qui était de dire vaut mieux apprendre à pêcher que de donner un poisson. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Parce qu'en fin de compte, lorsque les pays riches aident les pays pauvres, le différentiel entre les pays riches et les pays pauvres augmente. C'est-à-dire que le pays riche, lui, il a produit l'aide, et le pays pauvre, il va avoir du mal, justement, à produire cette aide-là, parce qu'en fin de compte, elle lui arrive gratuitement. Donc les années 90 ont été ce qu'on a appelé la décennie internationale pour la réduction des désastres. En anglais, ça fait ISDR, International Strategy for Disaster Reduction. En français, on dit stratégie internationale pour la prévention des catastrophes. Voilà. Mais c'est plutôt ISDR, voilà, en général. En Europe, on a mis beaucoup plus de temps. En fin de compte, l'Europe considérait que la sécurité, c'était le problème des États. Mais en 2002, je crois, vous avez Prague qui a été inondé, le métro complètement inondé, enfin ouais. Il y a Dresde, il y a Varsovie, enfin beaucoup d'inondations en Europe centrale, et ces pays-là se retournent vers l'Union européenne pour dire qu'il faut nous aider à reconstruire. Voilà. Et l'Union européenne dit ah non mais ça, le problème de la sécurité, c'est le problème des États, c'est pas notre problème.
Mais si vous voulez qu'on vous aide, dans ce cas-là, on va regarder ce que vous faites quand même. Et donc en 2007, ça a conduit à ce qu'il y ait une directive européenne qui oblige les États membres à réduire leur vulnérabilité vis-à-vis des inondations. Et ce qui est intéressant dans la directive européenne, c'est vis-à-vis de la santé humaine. Alors la santé, c'est pas que les décès, c'est aussi les gens blessés, les maladies consécutives et tout ça, voilà. En général, on compte pas. C'est sur les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, et il est dit aussi sur les biens culturels. C'est la première fois où c'est écrit noir sur blanc qu'il faut prendre en compte les biens culturels. Et en France, on a, dans le cadre de la stratégie française pour le développement durable, on a développé une stratégie, alors ça c'est différents aspects évoqués, et en France, en fin de compte, on a une politique publique, voilà, qui s'est développée, qui aujourd'hui est quand même un peu stabilisée, et qui se repose en fin de compte sur les 8 piliers, et comme par hasard, les 8 piliers, c'est les 8 items que je vous ai indiqués. Voilà. Donc la prévision, la surveillance, la réduction des enjeux qui sont dans les zones à risque, l'information des populations. Et ces 8 items-là sont déclinés dans le cadre de la politique française. Ceci étant, il y a encore du boulot. Voilà. Je prends juste ça, c'est le sujet que j'avais lorsque j'étais au ministère. En 1987, après Tchernobyl, où les Français disent que l'État nous a menti, voilà, ou du moins les journalistes le disent, il ne nous a pas dit la vérité. Pour retrouver la confiance envers la parole de l'État, on crée dans une loi de 87 sur la sécurité le droit du citoyen à l'information sur les risques majeurs. C'est-à-dire que le préfet et le maire doivent faire connaître à la population les risques auxquels ils sont exposés sur leur commune. Et ils doivent le faire par voie d'affiche. Voilà. Si un jour vous avez vu une affiche, vous me le dites, parce que je note les communes où ce droit est respecté. Voilà. Au-delà de ça, le préfet doit faire un document qui rappelle les risques dans le département. Ça s'appelle un dossier départemental risque majeur. Donc obligatoire depuis 90, le dernier a été fait en 99, c'est le préfet de police de Paris, qui a peut-être d'autres préoccupations, mais qui a quand même mis 8 ans à faire un document de 4 ou 5 pages qui dit les risques sur la commune de Paris, enfin ou le département. Voilà. Et puis vous avez ici les communes où le maire a fait son document d'information. Ça c'est ce qui est en violet foncé. Et en gris, vous avez toutes les communes où c'est obligatoire. Vous voyez qu'il y a encore du travail pour que la conscience soit partagée entre tous les habitants d'une commune. Ça, c'est une autre carte, c'est les plans de prévention des risques naturels, c'est-à-dire les cartes où il y a une régulation des autorisations de construire, pour faire simple, dans les zones inondables. Lorsqu'en 99, j'évoquais non pas la tempête, mais une inondation dans le sud de la France, l'État a été obligé d'apporter sa garantie au système d'assurance, qui existe par ailleurs. C'est pas le sujet de mon intervention. On a demandé combien de communes en France avaient un plan de prévention de risques naturels, inondation ou autre. Nous disions, d'ailleurs, au titre de la carte précédente, qu'il y avait 11 000 communes inondables. Aujourd'hui, on est plutôt 12, mais enfin 11 000 à l'époque. Il y avait 600 communes où il y avait un plan de prévention des risques. Voilà. Donc pour montrer qu'il y a encore tout un travail à faire. Juste pour terminer, et c'est un peu le débat d'aujourd'hui, qu'en est-il des biens culturels? Voilà. Est-ce que ces biens culturels, on a évoqué les papys, est-ce qu'on prend en compte les biens culturels dans les papys? On voit, mais la présence du bouclier bleu dans le comité, c'est justement de faire remonter cette prise de conscience. Les maires doivent faire des plans communaux de sauvegarde, c'est-à-dire ils doivent s'organiser par rapport à ce type de situation. Est-ce que dans leurs plans communaux de sauvegarde, ils ont pris en compte les biens culturels, le patrimoine qui est présent sur leur commune, et les patrimoines, hein, voilà. Donc il y a tout ce travail-là à faire. L'autre point qui me paraissait important, ça a été évoqué ce matin, mais c'est la mémoire. Voilà.
Est-ce qu'on a la mémoire? Parce que là, j'aurais pu vous citer au début tous les événements, mais enfin, on s'en rappelle pas. D'abord, on a une très grande faculté d'oublier ce genre de choses. Voilà. Il faut savoir qu'à Orléans, il y a eu par exemple 3 crues centennales en 20 ans, au siècle précédent. Et pour dire que c'est pas tous les 100 ans, il peut y en avoir 3 en 20 ans. Voilà. Bon, et les crues de la région parisienne. Tout le monde pense que les barrages ont supprimé les inondations, ce qui n'est pas vrai. Ils sont là pour la sécheresse, ce qui est aussi un autre risque. Voilà. Le ministère de l'Environnement a mis en place d'ailleurs ce qui pourrait peut-être intéresser le ministère de la Culture. Nous avons le bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles. C'est-à-dire qu'il y a un bureau qui recense tous les accidents industriels qui ont lieu en France, au titre du retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement. Je pense que le travail qu'on veut faire avec Boulier Bleu, c'est ça, c'est-à-dire comment on fait une espèce de base de données de tous les accidents, incidents, menaces qui ont... c'est ce qu'on fait, parce qu'on a évoqué les conflits armés. Enfin, pour éviter les conflits armés, on fait quand même de l'éducation, on fait de la mémoire quand même. Enfin, il y a 2 jours, je crois, c'était les 75 ans de la libération d'Auschwitz. Et on dit, oh là, il y a combien de jeunes Français qui connaissent Auschwitz? Qu'est-ce que ça leur dit? Est-ce que ça leur parle déjà? Ouais. Donc on voit bien toute l'importance qu'il y a sur des enjeux, enfin, ou des aléas, comme les conflits armés, l'importance de la mémoire. 2 points. Les patrimoines, c'est aussi le patrimoine naturel. C'est aussi la biodiversité. J'ai vu qu'il y avait dans les biens inscrits au patrimoine mondial, il y a les biens naturels et les biens bâtis, enfin, voilà. Donc c'est aussi bien prendre en compte ces 2 patrimoines. Et puis ce qui est intéressant dans le patrimoine et ce qui fait son originalité, c'est vrai que c'est un enjeu, mais c'est aussi un facteur de rebond très intéressant. Donc il est intéressant de sauvegarder à ce double aspect-là. C'est d'abord, c'est une richesse, voilà. Donc à ce titre-là, il est irremplaçable. On l'a évoqué ce matin, le directeur des patrimoines. Mais c'est aussi grâce au patrimoine qu'on a cette capacité à rebondir. En général, moi, je me rappelle à Haïti, la première chose qu'on a fait, c'était de reconstruire les églises. Voilà. C'est ça la première demande. Voilà. J'ai pris un peu plus parce qu'il y avait un petit vide, mais j'en ai terminé. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez.